Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine en revue. Et pour ça, nous allons parler d'êtres humains, d'animaux, de vent, d'arbres, de parcs. Vous verrez tout cela avec nos 4 experts qui sont là pour analyser et mettre sur le grill 2 invités politiques. Alors il y a tout d'abord Marcel Sel, auteur et blogueur polémiste. Bonjour, polémiste. Oui. Sylvie Losberg, historienne, présidente du Conseil des femmes et auteure de Madame S. Bonjour. Bonjour. Vincent Liévin, journaliste santé, entre autres. Bonjour. Et Céline Druet, jeune diplômée universitaire qui ne trouve pas de boulot comme journaliste et qui est du coup barmaid pour l'instant, histoire de ne pas manger des nouilles à l'eau tous les jours. Bonjour. Bonjour. Alors, la tempête a soufflé cette semaine et le week-end dernier, Syria a fait des siennes, des tuiles, des panneaux et des arbres. Beaucoup de choses se sont envolées ou retrouvées sur la rue. Reportage lors d'une inspection dans un parc avec Marine Hubert et Yannick Van Gansbeek. Dans le parc Marie-Josée ce matin, ce n'est pas encore le calme après la tempête. Les tronçonneuses hurlent, ces élagueurs sont sur le pont, ce peuplier d'Italie s'est brisé en 2 avant de s'effondrer sur la clôture. La deuxième partie est encore sur pied, mais ça c'est la grosse partie, la tête centrale qui est tombée, due au vent et due aussi sûrement au mauvais état de l'arbre parce qu'il n'est pas complètement sain. Mais non, c'est pas prévoir ça. Ici c'est la tempête qui a fait qui lui a rendu l'âme, quoi. Avec son équipe, Janet Carapétian fait l'inventaire des dégâts. Ici aussi, c'est un peuplier qui a cédé sous la force du vent. On va découper ce qui dépasse de la grille pour pouvoir du coup permettre aux ouvriers de venir remettre un grillage. Après, en fonction, on va devoir découper le tronc et la souche. Et alors, vu que la souche elle est encore fort grosse, à mon avis, on va devoir d'abord découper par au-dessus des morceaux faciles à déplacer à la main. Âgé d'une 70aine d'années, ces peupliers étaient fortement fragilisés, rongés par un champignon. Vous pouvez constater qu'il est malade, il a une pourriture à l'intérieur due à un champignon. Mais on ne voit pas de l'extérieur les ravages qu'il y a à l'intérieur de cet arbre. Mais il était effectivement planifié pour un abattage futur qu'on n'a pas eu le temps de planifier. Des arbres sont tombés dans une quinzaine de parcs gérés par Bruxelles Environnement. Le planning des prochains jours est chargé. Parc de Woluwe également, c'est peut-être pour demain. Il y a pas mal de hêtres, j'ai vu, qui sont... Un frêne, Sébastien m'a dit. Et un frêne avec les racines pourries et je pense qu'il y a un hêtre qui est tombé. Les parcs devraient rouvrir demain, mais Bruxelles Environnement se laisse la liberté de réévaluer la situation ce soir en fonction des derniers bulletins de l'Institut Royal Météorologique. Alors, heureusement, les jours suivants, ça s'est plutôt bien passé, mais tout le monde a eu peur de cette tempête. Tout le monde était cloîtré dimanche dernier. Bon, cloîtré, c'est beaucoup dire. On nous avait dit de ne pas sortir. Mais enfin bon, moi j'ai connu la tempête, je ne sais plus, c'était en 92 je pense, ou en 98, je ne sais plus, en France, où on était dans un village où des arbres tombaient sur les maisons, où on voyait des buissons qui étaient enfin... qui se renversaient tellement. Non, mais disons que je me disais bien que ça n'allait pas atteindre un niveau aussi exceptionnel quand on l'a vécu dans une maison en rase campagne et qu'on a entendu toute la nuit des bruits assourdissants et de temps en temps un arbre qui tombait. Ben, là, je dois dire, j'étais un peu frustré quelque part. Ben, vous avez la chance. Mais ça fait du boulot pour les bûcherons et ça, c'est très bien. Sylvie Losberg. Mais moi, je ne me réjouirais pas du boulot pour les bûcherons, je m'apitoierais plutôt sur nos arbres. Hein, parce que je pense que, bon, au-delà du fait que quand même le climat, c'est un scandale intergénérationnel, hein, je veux dire, c'est quand même le résultat d'une impéritie, voilà, sinon séculaire au moins depuis quelques décennies. On ne fait pas attention à la terre, on ne fait pas attention au climat. Et les arbres, sans arbres, il n'y aura plus de vie. Et quand je vois ça, moi, ça me fait vraiment de la peine. Parce que d'une part, on voit que la tempête, ben, voilà, ça peut provoquer leur chute, mais aussi qu'ils sont malades. Et donc, je trouve qu'on a vraiment intérêt à investir dans cette autre partie de notre planète que sont les arbres. Et moi, j'adore les arbres et je pense qu'ils nous parlent. Ils sont très vivants alors qu'on a l'impression que c'est immuable. Mais on le voit bien, voilà, ils sont aussi à risque et c'est pas de leur faute, hein, c'est de la nôtre. Vincent Liévin. 2 pensées très différentes. Vous avez dit on était cloîtrés, mais il y avait quand même des concerts qui se déroulaient, il y avait des débats sur les réseaux sociaux par rapport aux concerts d'Angers notamment. Alors si on est cloîtré, il faut annuler tout.
et empêcher les gens de sortir, tandis que permettre à 2-3 000 personnes d'aller se promener, ça fait un peu particulier. Et l'autre aspect pour moi, c'est quand on décide de fermer les parcs, que ce soit par exemple le bois de la Cambre, à ce moment-là, la circulation est complètement dérangée et ça a de gros impacts pour les riverains de ces parcs-là. Et là, il n'y a aucune mesure qui est prise, c'est chacun tente sa chance dans le quartier. Soi, oui, voilà. Et les riverains qui doivent décoller le matin pour aller à l'école, ça doit être quelque chose de particulier. Alors, Céline Drouet. Alors, je ne vis pas à Bruxelles. J'ai regardé durant toute la tempête le sapin qui est au coin de ma maison avec une angoisse montante en me demandant si j'allais pas me réveiller avec des branches qui allaient toucher mon visage. Mis à part cela, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé dans le documentaire, et je vais rejoindre Sylvie Losberg, c'est qu'il y a plusieurs arbres qui avaient des champignons où on voit un élagueur qui dit que les arbres n'étaient pas sains. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à faire de la part de Bruxelles Environnement. Alors, ils sont peut-être débordés, mais alors pourquoi ne pas trouver d'autres pistes de réflexion comme un partenariat avec les universités qui sont en bio-ingé ou quelque chose comme ça pour faire une surveillance plus constante de ces arbres, de nos espaces verts dans la capitale et s'assurer qu'ils soient en meilleure santé tout au long de l'année. Et ça pourrait être dans le cadre d'un laboratoire, d'un exercice ou quoi que ce soit. Et pas seulement au moment des tempêtes. Exactement. Eh bien, on va demander tout de suite l'avis de nos deux invités politiques. Il négociera en 14 à la hauteur de la table. Alors nous avons Victoria Ostraat, députée bruxelloise d'IR Animal. Bonjour. Et Emmanuel Debock, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois. Bonjour. Bonjour. Alors Victoria Ostraat, vous êtes la seule députée d'IR Animal. C'est votre première dans les experts. Hein. Non, c'est ma deuxième en fait. Ah ben voilà. Déjà, voilà. Tout d'abord, est-ce que ce sujet sur Syria et ses dégâts dans les parcs et dans les rues aussi, comme l'avenue Bessidor où un arbre est tombé en plein milieu de la rue, est-ce que vous avez une analyse particulière là-dessus chez DIR Animal? En fait, je vous rejoins par rapport au fait que les arbres sont tombés et que, évidemment, à chaque fois qu'un arbre tombe ou est abattu, c'est une petite catastrophe en soi parce que les arbres absorbent énormément de CO2 et c'est très important de les garder. Et une cause énorme des gaz à effet de serre, c'est aussi la déforestation. Déforestation qui est due aussi beaucoup à notre consommation de viande et à nos habitudes alimentaires. Donc oui, tout ça, je pense qu'il faut voir de manière générale, un peu plus globalement que cette tempête. Et aussi le fait que, cette tempête, en l'occurrence, on ne sait pas vraiment quelle est la cause, ça peut être juste naturel. Mais il y a aussi le fait que le réchauffement climatique va produire inévitablement beaucoup plus de tempêtes et beaucoup plus de catastrophes. Oui, voilà. Mais sur les arbres, on en replante aussi quand même à Bruxelles assez régulièrement. Est-ce que là, le rythme n'est pas assez grand de replantage ou replantation d'arbres? Je suis un peu utopiste, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre dans une ville avec beaucoup plus de verdure, beaucoup plus d'espaces verts et beaucoup plus de biodiversité. Alors, Emmanuel Debock, vous habitez Uccle, il y a déjà pas mal de verdure à Uccle. Hein? Il y a 30% de la commune qui est en zone verte, en fait, mais c'est essentiellement dû à la forêt de Soigne et au parc, en particulier le parc de Wolvendal et des réserves comme le Cobert. C'est vrai, mais il y a aussi des magnifiques avenues comme l'avenue Winston-Churchill. Malheureusement, en matière d'alignement d'arbres, c'est un vrai enjeu en réalité, et c'est intéressant d'avoir ce débat maintenant parce que il est important pour les pouvoirs publics d'avoir une cartographie aussi de l'état phytosanitaire des arbres, et ils ne sont pas tous en bonne santé, surtout quand ils ont plus de 100 ans, ils représentent aussi un danger pour un certain nombre d'entre eux, il faut pouvoir les élaguer. On sait que parfois ça n'a pas toujours été fait de la meilleure manière qui soit, certains sont devenus de vrais totems qui dénaturent un peu le paysage. On élague trop parfois. Parfois on élague trop, et peut-être aussi que parfois on n'ose pas abattre pour replanter et réaligner. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui à l'avenue Winston-Churchill, c'est-à-dire l'absence de projet régional et communal qui voit finalement année après année cette avenue Winston-Churchill complètement abandonnée et voire plus qu'un arbre sur 3 ou sur 4 qui tente de résister aux affres du temps. Ça, c'est un petit peu malheureux parce que finalement
tout le bâti, tout l'environnement est abîmé, quoi. Est-ce que, Victoria Ostrade, est-ce que vous rêvez, vous, d'une ville dans laquelle il y aurait beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de verdure et moins de béton? Est-ce que ça vous semble, maintenant que vous êtes au Parlement, est-ce que ça vous semble possible de faire passer ce genre de texte ou de proposition? Est-ce qu'il y a une majorité pour ça? Je sais qu'on va parler des PAD, et c'est vrai qu'il y a toujours ce problème du fait que la population se densifie et qu'il faut trouver des logements, mais je pense quand même qu'il faut vraiment trouver un juste milieu entre les espaces verts, la biodiversité et l'humain, tout simplement. Mais ce serait quoi le bon équilibre? Est-ce qu'on voit 30% à Uccle? Est-ce qu'il faut atteindre 30% dans l'ensemble de la région bruxelloise? Ça pourrait être un objectif je ne sais pas s'il est possible, mais en tout cas ce serait souhaitable. Oui. Et vous, Emmanuel Deboc, au niveau de l'ensemble de la région? Je pense que c'est un véritable enjeu. C'est aussi un enjeu de pouvoir aussi ouvrir un certain nombre de parcs qui ne le sont pas. Par exemple, Val-Duchesse, on a une proposition pour ouvrir Val-Duchesse au public dans le respect de la biodiversité aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que la faune et la flore, qui est assez protégée de par la fermeture, soit abîmée par les visites. Aussi. Il y a l'enjeu du parc royal, d'une partie de celui-ci à l'ouverture. Mais je pense à des avenues, par exemple, on parlait du rue Van der Kinderen, par exemple. Beaucoup de gens connaissent la rue Van der Kinderen, il n'y a pas un seul arbre. Ouais. Et donc, au fil du temps, on voit que ces fameux arbres, c'était des acacias, ont disparu du paysage urbain. On devrait pouvoir avoir, je pense, une réflexion de se dire dans chaque rue, d'avoir de nouveau des arbres, même des plus petits arbres dans les rues qui sont effectivement plus étroites, mais d'avoir une stratégie de replantation des arbres partout, et même, j'irai plus loin, des arbres fruitiers. Parce que je trouve que le symbole de l'arbre fruitier, c'est quelque chose quand même sur lequel on pourrait travailler. Et il y a suffisamment d'espace en ville où on peut rallonger un peu les trottoirs pour mettre de la verdure, et en ce compris des arbres fruitiers qui permettraient en fait aux enfants de s'y retrouver pendant les sorties le mercredi après-midi. De reconnaître les saisons peut-être. Voilà. Et est-ce que les finances communales résistent à la beauté des arbres en rue? À la beauté des arbres en rue, parce qu'on sait bien que les arbres, les fleurs, à chaque fois qu'on veut embellir une commune, ça a un coût pour les finances communales. Alors 30% ça à coûte Uccle, moins cher que le béton. C'est vrai? Ça coûte moins cher que le béton. Et on ne le dit ça, on ne le dit sans doute pas assez. On ne le dit pas assez, et je pense que dans les aménagements urbains que l'on fait, on devrait pouvoir réfléchir effectivement aux oreilles de trottoir. Et il y a pas mal, je ne sais pas si vous connaissez, au Homborg par exemple, il y a des marais de béton où on a un macadamisé, alors qu'on n'a pas besoin d'avoir des rues aussi larges quand il n'y a pas beaucoup de circulation. Et donc, reprendre un peu sur le béton, ça peut être une réflexion, ça peut être une réflexion intéressante. C'est Gulosbach. Oui, donc moi j'ai deux exemples. Le premier, c'est l'avenue du Roi, donc qui descend du parc de Forêt à la gare du Midi. Moi, j'ai vécu là quand j'étais enfant, et il y avait des magnifiques marronniers qui ont été coupés. Mais on les a remplacés par des arbres, et ce qu'on a fait davantage, c'est qu'on a remplacé le parking qui était entre les arbres par des zones d'agrément pour les enfants, etc. Et donc, je trouve que ça, c'était une vraie réussite. Oui, une vraie réussite. Et l'autre élément que je voudrais ramener, c'est le fait que la plus belle avenue de Bruxelles, celle qu'on dit la plus belle, l'avenue de la Toison d'Or, boulevard de Waterloo, il n'y a pas un arbre. Bon, en tout cas, et là, je pense qu'il y a... Oui, et il y a quelque chose qui se prépare. Oui, enfin, regardez des arbres. Bon, oui, c'est ça. C'est l'autoroute urbaine, quoi, en clair. Et donc, je pense que là, pour le public, la population, mais aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, il faudrait vraiment faire quelque chose. Victoria Ostrade, là, on a parlé quand même, on a donné des exemples, mais Bruxelles, c'est aussi des petites rues, comme à Saint-Josse, comme à Molenbeek. Et là, comment est-ce qu'on peut faire pour végétaliser davantage ces rues? Je pense qu'il y a des options. S'il y a des endroits où on ne sait pas mettre des arbres, je pense qu'il y a des murs végétaux. Il y a des choses qui peuvent être vraiment très belles. Très bien, on va passer à notre sujet suivant qui est beaucoup plus politique cette fois-ci. On va parler de la tirette parce qu'il y a eu un accord au sein de la majorité pour assurer une véritable égalité entre hommes et femmes sur les prochaines listes électorales, avec une seule exception, la troisième place, enfin la deuxième et la troisième place. John Pitzeis, le chef du groupe Écolo, était l'invité de Fabrice Grosfilet. Le Parlement de la région bruxelloise, il est déjà... presque paritaire. Je ne vais pas dire paritaire, mais presque paritaire, puisque suite aux élections, il y avait déjà une proportion de 43% de femmes élues, et puis après, le jeu des suppléances... On est à 48% aujourd'hui. 48%, c'est bien. C'est bien, mais je crois que la tirette, elle permet deux choses. Elle permet d'une part de suppléer aux bonnes volontés, de suppléer, je dirais, aux gestes ou à la volonté d'un certain nombre de partis d'instaurer une tirette en
dans leur sein. Ce sera désormais obligatoire. On explique juste la tirette, c'est l'alternance, un homme, une femme sur une liste électorale. Hein. C'est ça, donc normalement les listes sont déjà censées être paritaires. Normalement, il y a déjà une alternance pour les 2 premières places, mais donc là, ce que cette ordonnance permettrait, c'est une alternance homme-femme, homme-femme, homme-femme sur l'ensemble de la liste. Alors, Emmanuel de Bock, on avait l'impression que c'était effectivement déjà paritaire, et là on découvre que ça l'était quand même pas tout à fait entièrement et qu'on a encore une exception en plus. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accord chez Défi ? Alors oui, pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais porteur de cette proposition au niveau de la modification de la loi communale, en fait, sous la précédente législature. Et donc si aujourd'hui on a la parité aux élections communales, c'est parce qu'il y avait une majorité et j'étais un des signataires de ce fameux texte. On a aussi travaillé avec nos partenaires à l'époque pour faire la parité au sein des collèges de bourgmestres et échevins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même un des gros enjeux de voir qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les collèges. On l'a imposé. On est maintenant entre 30 et 40% selon les communes au minimum. Donc il n'y a plus une commune où il y a moins de 35% de femmes ou d'hommes, parce que parfois c'était les hommes comme à Ixelles qui étaient minorisés. Et donc je trouve que c'est important d'avoir une représentation qui soit vraiment paritaire dans toutes les institutions. Et ici, en fait, il y avait une exception pour la région. La fois passée, il fallait on l'avait déposé, et j'avais été le porteur du texte, et en fait la majorité, on l'avait obtenu globalement à l'échelle du Parlement bruxellois, on l'avait obtenu dans le groupe francophone, il faut une double majorité, et on ne l'avait pas obtenu du côté néerlandophone. Et c'était le VLD qui avait calé, c'était Elsamp, et comme quoi on voit que tout peut changer en une législature. Aujourd'hui, il y a de nouveau le même texte finalement qui agrée désormais le VLD, et c'est vrai qu'il y a l'exception de la dernière place, mais elle est intéressante cette exception, parce qu'on considère finalement qu'on peut être tête de liste en haut ou en bas. Vous savez, je veux dire quand on met un ministre sortant, la visibilité. Ouais. Quand on commence par une femme, par exemple, et qu'on a une ministre sortante femme qui veut pas se représenter, mais qui veut aider ses colistiers, ce serait quand même dommage de se priver de son apport, tout simplement parce que la règle à parité la rejetterait. Et donc, je trouve que assumer cette exception sur la dernière place, la compenser alors par une surreprésentation sur les 2 premières places qui sont des places éligibles, je trouve que c'est l'équilibre parfait. Alors, Victoria Ostrate, est-ce que c'est pas quand même une difficulté pour les petits partis comme le vôtre ? C'est pas toujours évident, parfois, d'arriver à une véritable parité sur les listes. C'est sûr que c'est une difficulté, mais dans notre cas, même si c'était pas obligatoire, ce principe de la tirette, on l'a quand même appliqué parce qu'on trouvait effectivement que c'était le principe le plus juste. Et oui, nous, contrairement aux autres partis, notre difficulté était de trouver assez d'hommes par rapport au nombre de femmes qui voulaient se présenter sur les listes. La prochaine fois. Il a dû m'appeler. Donc là, il va falloir convaincre suffisamment la prochaine fois. Mais je trouve que c'est un très bon principe et qu'il faut aller vers une parité à 100%. Oui. Parité à 100%, on sera peut-être pour la prochaine législature. Marcel Seigle. Justement, je vais vous reprendre au mot, Emmanuel de Bock. Vous dites, vous avez pris l'exemple de 2 femmes, une en place de tête et une pour pousser la liste, comme on dit, mais d'autres partis pourraient en profiter pour garder 2 hommes bien connus. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution idéale ? Alors, je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on a fait, en fait, nous, aux dernières élections. Bernard Caffailly était tête de liste. Didier Gauzon était ministre sortant. Et effectivement, il avait dit qu'il ne se représenterait plus pour un poste de ministre. On trouvait ça dommage qu'il ne se représente pas. Et finalement, c'est Christophe Magdalens qui a pris la place de combat, comme on appelle la dernière place. Et donc, on avait 2 hommes. Et on a compensé en mettant 2 femmes, Cécile Jodon et Joëlle Maison, aux 2 places suivantes. Résultat, ils ont été tous élus, les 4, et on a 2 hommes, 2 femmes. On a la parité parfaite. se retrouvait plus loin sur la liste. Oui, mais ça, c'est le prix à payer de la parité. Je suis fier de l'avoir payé. Sylvie Lozère, c'est beau. Parce que c'est justement un des éléments qui souvent est ramené. Hein, il y a des hommes qui sont pénalisés parce que maintenant il y a plus de femmes. Mais au-delà du fait que on se demande pourquoi c'est encore si compliqué d'en arriver à avoir la parité sur la liste, et c'est une très bonne chose qu'il y ait la tirette enfin en région bruxelloise. On voit que les processus de contrainte, c'est-à-dire ce type de mécanisme, opèrent. On a des résultats. On est maintenant à quasiment 48%. Bon, pas partout et pas dans toutes les régions. Je voudrais quand même revenir sur un élément qui me semble important, c'est que si on est dans cette optique d'une parité et que on est dans un processus égalitaire au niveau politique, attention que le backlash est déjà là, qu'on a déjà des partis au Parlement et dans les parlements qui estiment que non, les femmes n'ont pas leur place en politique. Un discours qui était inaudible pendant des décennies et qui revient maintenant. Quels sont les partis qui disent ça ?
vous avez une partie, en tout cas le Vlaams-Belang, et en Flandre quand même, il y a une véritable offensive contre les droits des femmes dans différents... alors, tout le monde ne dit pas les femmes n'ont pas le droit d'aller en politique, mais ça se dit quand même, et ça ne provoque pas de tollé. Donc on voit que ces idées-là commencent quand même à prendre... À Bruxelles, ça provoquera un tollé. Oui, je l'espère. Céline Druet, vous vouliez intervenir? De toute évidence, je trouve ça super, le fait qu'il y ait un homme, une femme, qu'on arrive à plus de parité et que les femmes qui avaient plus de difficultés avant voient une place plus grande dans la vie politique. Après, je vais plus parler au nom de ma génération, peut-être un peu plus jeune. Bon, voilà, dans le sens, on est très peu à réellement se renseigner au moment, par exemple, d'élections ou autres, sur qui on va voter en tant que personne individuelle. On va plus sélectionner généralement un parti ou autre. Et donc, au final, le fait d'en mettre 1 sur 2, je vais dire, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les personnes qui, avant, votaient et qui, de toute façon, si elles savaient exactement pour qui elles allaient voter, allaient quand même aller chercher ces personnes où qu'elles se trouvent dans la liste? C'est parce qu'il y avait la mécanique du vote. Alors, il y a ce qu'on appelle l'effet dévolutif de la case de tête. Et donc, en fait, effectivement, sur une élection, par exemple, régionale, 30% plus ou moins des gens qui vont voter ne votent pas pour un candidat spécifiquement. Ils votent ce qu'on appelle case de tête. Ils votent pour le parti, pour les idées du parti. Et donc, ils estiment que l'ordre de la liste tel qu'on la présente les agrée et ils ne veulent pas privilégier l'un ou l'autre. Et c'est toute la problématique par rapport à ceux, et le MR, par exemple, ne voulait pas en entendre parler parce qu'eux, ils souhaitent faire tout sur l'individualisme et tout sur le vote préférentiel. En omettant les 30% de gens qui ne souhaitent pas mettre cette fameuse préférence. Et donc, au final... quand on a l'ordre d'élection, on a des gens qui sont d'office élus par leur voix, et puis en fait le reste des voix sert en fait à prendre les suivants par ordre de préférence de la liste. Et puis quand il y a un député qui devient ministre ou qu'un député démissionne, eh bien on reprend dans l'ordre de la liste avec le mixte voix de préférence et ordre de la liste. On a essayé d'équilibrer un peu. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à ce double équilibre qui permet en fait d'atteindre quasi 50%. Et parfois dans les petits partis, par exemple Victoria, c'est 100% de femmes en l'occurrence. Donc on voit que ce n'est pas toujours au détriment des femmes, c'est parfois même en faveur des femmes et que c'est un mécanisme qui joue autant pour les hommes que pour les femmes. Prochain sujet, les PAD. Victoria Ostrat en a déjà dit un petit mot. C'est quoi un PAD? C'est un plan d'aménagement directeur qui permet de redessiner la ville dans certains quartiers qui évoluent, qui vont avoir une nouvelle évolution. Débat mercredi soir dans Versus sur BX1. Échange entre, d'un côté, Geoffrey Commence de Brachen et Isabelle Potier de l'autre. Aujourd'hui, mon groupe politique craint une néo-bruxellisation, c'est-à-dire une situation telle qu'on l'a connue dans les années 60 et 70. Oui, c'est une expression qui a un sens. Oui, la bruxellisation, on détruisait n'importe comment. Oui, aujourd'hui, clairement, on peut parler de ça. Et je pense que le mot n'est pas galvaudé dans la mesure où il faut que le citoyen soit conscient qu'aujourd'hui, on parle de près de 50 nouvelles tours en région bruxelloise. 50 nouvelles tours. C'est presque inimaginable. Et une tour, c'est plus de 12 étages. Alors parfois, on monte jusqu'à, effectivement, 155 mètres. Je pense que ça n'est pas anodin. Les gens, on leur a piqué aujourd'hui la participation. On a fait aujourd'hui des séances d'information, mais pas réellement des séances de participation. Depuis 1989, Bruxelles a gagné 254 000 nouveaux habitants. Et c'est une tendance qui continue. Je suis historienne de formation, je ne peux pas laisser M. Commence parler de néo-bruxellisation. Il y a eu une bruxellisation entre 1958 et 1988 qui était menée par l'État belge, qui avait une vision de Bruxelles pas comme une ville habitée, mais comme une ville tertiaire. C'était tous ces ministres qui prenaient des décisions pour la capitale, mais qui n'y vivaient pas. Qui n'y vivaient pas. Et effectivement, on a rasé des quartiers entiers, comme le quartier Léopold, comme le quartier du Midi, comme le quartier Nord, pour construire 100% bureaux à peu près, desservis par des autoroutes urbaines. Depuis 1989, la région existe et on essaie quand même de réinsérer une mixité urbaine et il faut des plans pour l'encadrer. Maintenant, je comprends qu'il y a des craintes et qu'il y a des crispations et qui sont parfois tout à fait légitimes. Donc alors, dans ce débat, est-ce qu'il y a eu une néo-bruxellisation? Est-ce qu'il y a une néo-bruxellisation, Marcel Seyne? Oui, pour moi, oui. Moi, j'ai vu les plans, en particulier des 14 tours, dont 5 de plus de 100 mètres dans le Pas-de-Loire. Et je suis désolé, c'est la même
pour moi, c'est exactement le même syndrome que j'appelais le syndrome Manhattan, quand on a voulu faire les tours après de la guerre du Nord. On veut un petit Manhattan dans Bruxelles, d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je trouve ici particulièrement amusant, c'est que c'est le MR qui est contre le développement immobilier, et ce sont les écolos et le PS qui sont pour. Donc là, j'ai l'impression de vivre les années 70, mais à l'envers. Et en plus, Isabelle Potier, qui elle a toujours, bien sûr, toujours attaqué. Et je crois comment qui a travaillé dans l'immobilier. Oui. Alors, on a deux positions paradoxales. Donc Emmanuel Debock, comment on doit gérer ces PAD? Est-ce qu'il doit y avoir un débat au Parlement bruxellois là-dessus? Alors, deux choses. Il ne faut pas écouter tout ce que dit le MR, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait justes. La première chose, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de participation. C'est faux. Donc il y a eu 10 quartiers dans Bruxelles qui ont été déjà approuvés comme plan de secteur, sur lesquels on va effectivement densifier, où il y a des projets qui sont faits, et c'est Perspective Bruxelles qui mène cette enquête. L'enquête publique, après ça se fait avec les habitants, elle a eu lieu fin d'année. Les habitants n'ont pas le temps de lire. J'entends la critique. Alors j'entends la critique, mais il y a eu 60 jours comme tout projet. Attendez, je l'entends, mais donc il y a eu ce moment d'enquête publique. Sur base de ce qui est formulé au niveau de l'enquête publique, il va y avoir un débat pour le 30 mars en commission, mais ce n'est pas le MR qui va nous faire le débat. C'est la fameuse commission régionale de développement qui, elle, a recueilli l'ensemble des remarques. Et je peux vous dire que les acteurs de quartier, les comités de quartier qui se sont mobilisés, et d'ailleurs, s'ils ne s'étaient pas mobilisés, on n'aurait pas eu, effectivement, il y a un problème fondamental, c'est le pas de loi qui est le plus symptomatique, si je puis dire. Mais sur les 9 autres, il y a beaucoup moins de problèmes. On est tous d'accord que sur Gare de l'Ouest ou sur Mediapark, il y a énormément de possibilités à faire. Est-ce que vous ne croyez pas, Emmanuel Debock, qu'il peut y avoir une influence d'un quartier sur un autre, et qu'il faut avoir une vision peut-être un peu plus générale, et pas seulement quartier par quartier? Mais justement, c'est ça le rôle des PAD, c'est de conserver la mixité des fonctions. C'est très important, c'est l'enjeu fondamental. Et d'ailleurs, si les remarques sont très négatives sur un PAD, le gouvernement devra revoir sa copie et devra repasser par le stade de l'enquête publique. Donc on dit un peu tout et n'importe quoi, alors qu'en réalité la procédure elle est très claire. Par contre, on ne peut pas faire un débat après l'enquête publique qui vient pirater ce qui a été fait par l'enquête publique, parce qu'on créerait à ce moment-là une insécurité juridique. Il faut respecter l'enquête publique, il faut respecter le travail de la Commission régionale de développement, respecter les acteurs communaux, IBGE, Conseil économique et social, qui eux-mêmes ont émis des avis, faire en sorte que Perspective Bruxelles mette tout ça ensemble, que le gouvernement puisse effectivement se positionner en deuxième lecture, et ensuite, effectivement, on voit s'il y a une modification à la marge, ou si au contraire, une modification principale. Et j'ajoute, dans le COBAT, et je termine par là, dans le COBAT, il est prévu 1 an après la mise en place de la procédure, une évaluation au niveau de la participation, c'est-à-dire que le 20 avril 2020, on sera à cette fameuse date fatidique. Et très sincèrement, il y a une porte ouverte. S'il faut plus de participation, très bien, faisons l'évaluation de ce qui s'est passé et modifions les procédures au niveau du COBAT. Alors, je traduis le COBAT, c'est le Code pour l'aménagement du territoire à Bruxelles. Alors, Victoria Ostrade, vous avez débarqué là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de travailler du gouvernement? Est-ce que c'est la bonne manière, ou est-ce que vous entendez les critiques des uns et des autres? Je vois bien que la procédure fait participer les riverains, mais j'entends aussi les plaintes des riverains qui effectivement se retrouvent avec des dossiers beaucoup trop fournis, n'ont pas forcément le temps ou les compétences même pour étudier le dossier et pouvoir réagir en temps utile. Donc je pense qu'effectivement, peut-être que la procédure gagnerait à s'ouvrir d'autant plus aux riverains et à leur contestation. Et qu'effectivement un débat serait éventuellement nécessaire. Après, effectivement, comme je le disais, il y a toujours cette tension entre la densité démographique qui ne fait qu'augmenter et le fait de maintenir le mode de vie et la qualité de vie des riverains. Mais est-ce qu'il faudrait demander à certaines personnes de quitter Bruxelles pour mettre plus d'arbres dans Bruxelles, par exemple? Non, mais d'aller en Victoria Ostrade. Est-ce qu'il faudrait dépeupler Bruxelles davantage? Aujourd'hui, Bruxelles est quand même de plus en plus peuplée.
Je pense qu'il devrait y avoir, mais justement, je pense que les PAD doivent faire très attention à avoir un équilibre. Ok, on construit parce qu'il y a effectivement besoin de logement, mais à côté de ça, il faut aussi prévoir de construire ou de prévoir une zone verte, un parc, de prévoir des arbres. Pour justement maintenir la qualité de vie. Je trouve qu'on devrait prendre exemple sur Londres. Quand vous voyez ce qui est devenu Londres en 20 ans, en termes d'abord d'identité, Londres a complètement changé en alliant quand même les fonctions et en réussissant quand même le long notamment de la Tamise, tous ces quartiers qui avaient été abandonnés. Il y a aujourd'hui du logement et ça revit. Et il y a vraiment cette identité et cette audace architecturale qui fait aujourd'hui que Londres est Londres. C'est ce qu'on fait un peu autour du canal. Moi, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord. Ici, de ce côté-ci, Sylvie Losberg voulait dire un mot. Mais le problème, je pense, c'est pas seulement de construire des tours. Elle l'a dit, Isabelle, dans le reportage. Ce qu'on a fait dans les années 70-80, en rasant des quartiers et donc en ne tenant pas compte non plus de la population. Une ville, c'est d'abord la population. Donc, est-ce qu'on réfléchit dans ces PAD à faire en sorte que la population ne soit pas ghettoisée? Est-ce qu'on réfléchit à ce que chacun puisse avoir le même accès à toutes les infrastructures sportives et autres ou de loisirs? Moi, je pense que c'est pas seulement la question des tours. On peut réfléchir Bruxelles, mais est-ce qu'on n'a pas un problème lié aux communes? Est-ce que la région, elle travaille assez avec les communes? Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'urbanisme, mais de l'extérieur, on a quand même toujours l'impression que tout ça, c'est un peu du copier-coller. C'est pas très homogène comme projet, j'ai l'impression. Moi, ce qui m'inquiète dans ce genre de projet, c'est le manque de vue globale, tant au niveau du bien-être qu'au niveau de la mobilité. Et en plus, avec une vraie volonté, mais ça, on pourrait la comprendre, d'éliminer les parkings. Et donc, pas de problème, à ce moment-là, on fait du vélo, on fait un autre mode de transport, trottinette et tout ça, mais à ce moment-là, il faut vraiment adapter l'ensemble du PAD à cette mobilité-là. Or, ce n'est pas le cas, assez en tout cas, avec le nombre de personnes qui vont arriver dans ces logement-là. On reparlera certainement de cette affaire de PAD parce que ce n'est pas fini. À présent, on va passer à la galerie de portraits de ceux qui ont fait l'actualité. Je vous propose 4 personnes qui ont fait l'actu et vous allez en choisir une qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par vous, Victoria Ostrad. Je vous propose Arnaud, le chanteur qui a annulé 13 concerts, s'est fait opérer pour un cancer la semaine dernière. Annegret Kramp-Karrenbord, alias AKK, la dauphine de Angela Merkel. Cyril Hanouna, peut-être futur potentiel candidat à la présidence de la République, ou Jean-Pierre Bruno, le restaurateur qui a obtenu une halle à son nom à Mabru. Alors Arnaud, AKK, Cyril Hanouna ou Jean-Pierre Bruno? Je vous ai gâté. Bon, je vais prendre Arnaud. Et que dire sur Arnaud? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur Arnaud? Que j'espère qu'il va vite se rétablir. Et que vous pourrez aller l'écouter en concert, par exemple. Voilà. Alors, vous, Emmanuel Debock, je vous en propose 4 autres. Je m'attends au pire. Bong Joon-ho, le réalisateur coréen, multi-oscarisé pour son film Parasite. Marie-Lou MacDonald, la chef de file du Sinn Féin irlandais qui veut réunir les deux Irlandes, Claire Bretéché, dessinatrice des Frustrés disparus cette semaine, ou Georges Dalmagne, le député fédéral à l'immunité levée pour non-paiement de PV. Qui choisissez-vous? Bong Joon-ho, Marie-Lou MacDonald, Claire Bretéché ou Georges Dalmagne? Et donc Marie-Lou MacDonald pour l'Irlande, la réunification de l'Irlande, je trouve que ça c'est un vrai projet européen et dans le contexte du Brexit, je pense que l'espoir fait vivre. Oui, c'est un pied de nez à Boris Johnson. Et je trouve que quand j'étais petit, quand j'avais 10-12 ans, il y avait la guerre. On entendait tous les jours qu'il y avait des personnes, des jeunes qui se faisaient descendre de part et d'autre, il y avait des attentats. Et je trouve que voir l'Irlande pacifiée, pouvoir aujourd'hui aller dans ces pays-là et voir les tensions s'estomper, c'est aussi la chance de l'Europe et c'est peut-être un exemple à montrer et je serais ravi de voir l'Irlande réunifiée. Alors 5 informations de la semaine, laquelle vous a ravi ou énervé et pourquoi? Il y a d'abord le couple royal qui est au Conseil de sécurité des Nations Unies cette semaine, Charlie Hebdo à l'ULB avec 2 cercles qui s'étaient opposés à une conférence mais qui a eu lieu, les droits du foot qui s'élèvent à 103 millions par an, Georges-Louis Boucher plus grand que Jésus ou alors au niveau de Chuck Norris selon d'autres, la Belgique en tête des pays pratiquant les tests de laboratoire. Alors on va commencer d'abord par Emmanuel Debock qui va choisir un thème.
qu'il a frappé. Charlie Hebdo, je ne veux pas parler de Jésus ici sur ce plateau. Je pense que là, il faut la séparation de l'Église et de l'État. Et Georges Louis a ramené... Oui, Chuck Norris peut-être, mais effectivement, c'est pas ma tasse de thé. Mais pour le coup, je pense qu'effectivement que ce qui se passe, de voir des étudiants remettre en cause finalement cette liberté chérie que l'on a dans l'alma mater de l'ULB, c'est assez inquiétant. Et effectivement, ils n'ont pas leur place. Paul Magnette l'a dit ce matin ou hier, puisqu'on est samedi. Et donc, on a vraiment un problème avec cette liberté d'expression. Aujourd'hui, on a encore dans nos rangs des gens qui mais on peut dire quand même qu'on n'est pas d'accord. Alors, c'est pas une liberté totale, mais je pense que on peut discuter de tout à l'ULB. On ne va pas trop loin quand on dit qu'ils n'ont pas, comme l'a dit Marc Ottendal, qu'ils n'ont pas leur place. Alors, moi je ne suis pas partisan de l'exclusion. Voilà. Donc je pense que l'éducation, et c'est à ça que sert l'université, et moi je n'étais pas au fait du libre examen quand je suis rentré à l'ULB, j'avais mon propre parcours, l'ULB m'a ouvert les yeux aussi sur un certain nombre de choses. Après ça, vous recevez cet enseignement, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est intéressant, et c'est ça le libre examen, c'est de vous donner les clés de compréhension, et puis après ça, vous en faites ce que vous voulez dans votre vie d'adulte. Victoria Ostrat, alors une autre info de la semaine, je me doute ce que vous allez choisir, mais on peut toujours avoir des surprises. Oui, évidemment, je vais prendre la Belgique en tête des pays pratiquant les tests de laboratoire. En fait, 6e en fait, mais c'est quand même dans le peloton de tête. Oui, et qui inflige aussi d'énormes douleurs. Donc il faut savoir qu'à Bruxelles, je ne sais pas exactement le chiffre, je ne le connais pas par cœur, mais c'est assez hallucinant de voir le nombre d'animaux qui sont utilisés, ne serait-ce qu'à Bruxelles, y compris des chiens, des chats, des singes, pour des tests. Dont on se demande parfois quand même l'utilité et voir aussi qu'avant de faire les tests, le scientifique en question qui va faire le test déclare lui-même le degré de douleur de l'animal. Donc il n'y a pas un organe extérieur objectif qui va dire le degré de douleur de l'animal et si c'est justifié ou pas. C'est le scientifique lui-même qui... Donc c'est pas objectif pour moi. C'est pas objectif pour moi. Et je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de contrôle et forcément réduire drastiquement le nombre d'animaux utilisés. Mais par exemple, pour trouver le vaccin contre le Covid-19, le fameux coronavirus, est-ce qu'on peut utiliser des animaux en laboratoire pour trouver le remède? Je comprends bien que l'utilisation d'animaux en laboratoire reste une nécessité, certainement, mais je pense qu'il y a énormément de cas pour lesquels ce n'est pas nécessaire, tout simplement. Alors on passe à notre sujet suivant. À la ville de Bruxelles, on s'est félicité cette semaine du calme au sein du quartier Alhambra, et moins de PV dressés. À Saint-Josse, même satisfaction de voir les carrés disparaître. Est-ce que ça veut dire que la prostitution est en train de disparaître? Sylvie Losberg, vous êtes tombée sur d'autres chiffres aussi qui concernaient des mineurs cette fois-ci. Oui, je ris d'abord parce que la prostitution disparaître, bon, c'est quand même une illusion, je crois, surtout quand on sait que ça répond à la précarité des personnes. C'est quand même la pauvreté ou le manque de moyens qui incite des personnes à se prostituer. Alors la baisse des chiffres, ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de la prostitution, mais oui, je voulais insister sur un autre élément, c'est au fond la prostitution comme un mode de domination dans les groupes de jeunes. Donc il y a eu un chiffre qui est sorti il y a quelques jours, il y a 28% en plus de jeunes qui sont pris dans des réseaux de prostitution par des bandes urbaines, donc ce n'est pas des réseaux extérieurs de pays qui font la traite. Voilà. Et donc souvent ce sont des jeunes filles qui sont en décrochage familial et scolaire, qui se retrouvent avec un groupe de personnes qui les prostituent, qui les humilient, qui les violentent, et parfois pendant des années. Et donc je pense qu'on a vraiment une intention à porter à ça, non seulement évidemment pour protéger ces jeunes filles et ces jeunes femmes, mais aussi pour se poser la question de savoir comment se fait-il que la prostitution finalement peut être acceptée et pratiquée par des gamins comme si c'était un business comme un autre, quoi. Il y a quand même là quelque chose du rapport à soi-même et à l'être humain qui semble pour moi très, très alarmant. Victoria Ostrat, il y a beaucoup de violence aussi dans ce monde de la prostitution. Oui,
je pense que la plupart du temps, c'est un problème de traite des êtres humains, tout simplement. Donc c'est un problème très sérieux qui doit être pris à bras le corps par le fédéral, il me semble. Et il y a aussi énormément de violences faites aux femmes et faites aux personnes prostituées. Ça aussi, c'est un problème qui doit être pris à bras le corps en Belgique. Par exemple, on a vu récemment, bon, ça n'a rien à voir avec la prostitution, mais c'est aussi une violence faite aux femmes. Une jeune femme qui a été poignardée dans le train récemment, oui. Alors même qu'elle avait porté plainte à la police 6 fois. Et contre son ex-compagnon. Oui. Et on voit ce genre de cas assez fréquemment et on ne voit pas vraiment quel est le relais au niveau de la police, au niveau des institutions pour régler ce genre de problème. Emmanuel Debock, pour revenir sur la prostitution, est-ce qu'une solution, c'est de l'interdire, la prohibition de la prostitution? Alors, comme certains le pensent. Donc nous ne sommes pas partisans de l'interdiction de la prostitution, mais nous sommes partisans évidemment de l'interdiction, de la suppression donc, de l'article 380 bis du Code pénal qui en fait aujourd'hui punit le racolage et la publicité de la prostitution, mais qui en fait touche essentiellement les prostituées et pas les exploitants de la prostitution. Donc en fait, ce qu'il faut absolument faire, c'est toucher ceux qui exploitent la prostitution. Et ce qui est important aussi de faire, c'est la vraie cartographie, parce qu'on l'a dit, en fait, c'est plutôt une prostitution maintenant clandestine, et je vais dire des prostitutions clandestines, parce qu'il y a des prostitutions multiformes, des étudiantes, il y a des jeunes hommes aussi qui se prostituent, et donc il y a une prostitution cachée, il faut avoir un état des lieux rapide, en ce compris avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça se fait via des réseaux sociaux, et offrir une véritable alternative qui est la formation et un parcours de sortie de la prostitution pour celles et ceux qui sont en fait empêtrés et qui sont les victimes et qui n'arrivent pas à sortir des mains de leurs bourreaux. Ça peut se faire au niveau de la région, par exemple. Exactement. Donc là, effectivement, là, on peut jouer un rôle très important. L'article 380 bis du Code pénal, ça c'est le fédéral, mais on voit qu'une problématique comme celle-là ne peut pas être résolue tout seul et qu'il faut mettre toutes les forces ensemble. Céline Drouet. Justement, donc moi au moment où je me suis un peu intéressée à ce sujet de la prostitution, je me suis rendu compte que c'était un peu comme le cannabis. Est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal? On ne sait pas trop, c'est la Belgique. Et donc du coup, en me dégageant un peu des considérations morales de tous les débats éthiques sur la marchandisation du corps humain ou autre, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai parlé avec beaucoup d'acteurs de terrain et au plus je faisais des recherches, au plus je dressais une liste en fait des pas solutions et non pas des solutions, de tout ce qui avait été fait. Et par exemple, qui n'avait pas marché. Et par exemple, ce que fait Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles-Ville, en ce moment dans le quartier de l'Alhambra, avec une diminution des PV, n'est pas, à mes yeux, et de par les acteurs de terrain, réellement une solution, c'est déplacer le problème. Et déplacer le problème en augmentant le nombre de PV qui vont être dressés aux clients, en embarquant les prostituées au poste et en leur demandant, comme ça avait fait scandale, de régler directement une amende de la main à la main, en arrivant à des situations complètement absurdes, tout ça ne fait que encore plus stigmatiser les prostituées et augmenter leur précarité. Alors du coup, on en arrive à des situations où, bravo, effectivement, il y a une diminution des PV dressés dans le quartier de l'Alhambra, mais en fait, on va pouvoir quasiment d'office voir que les loyers dans les quartiers voisins vont augmenter. Donc cette prostitution va se déplacer. Alors, une solution qui se met souvent, et il y a beaucoup notamment de ligues et d'associations catholiques qui utilisent cet argument, c'est la Suède, loi sur l'abolition de la prostitution. En fait, si toutes les communes, toutes les régions interdisent, il n'y a plus de quartiers où elles peuvent le faire, c'est super, ça diminue. Tous les acteurs de terrain s'accordent, et les chiffres s'accordent à dire que ce n'est pas du tout une réalité, qu'au contraire, les conditions de vie des prostituées se sont encore plus radicalisées, qu'elles ont été encore plus marginalisées. Alors, en continuant mes recherches, j'en suis arrivée à une proposition de loi qui a été proposée au tout début des années 2000, la proposition de loi Cassard-Lozi, du nom de 2 députés de Groen, et qui a été cassée par Madame Lisin à l'époque, et qui du coup proposait de revoir le code pénal et de ne plus voir la prostitution comme une infraction pénale, mais au contraire de mettre en place un système administratif extrêmement régulé. Et pour ça, en fait, il faudrait que la prostitution ne soit plus considérée comme une activité, mais comme une profession. Et du coup, enlever le fait que l'embauche de prostituées et le fait de détenir une maison close serait une infraction pour, en fait, beaucoup plus le réguler, en faire une espèce de bar comme tous les autres, avec du coup des normes d'hygiène, avec des horaires, avec surtout beaucoup plus de droits pour les prostituées, qui du coup vont être considérées comme des salariés, avoir des conditions de travail, vont pouvoir avoir la cotisation sociale, payer des impôts et ne pas forcément se retrouver au CPAS. Et, du coup,
piste de réflexion. Ça pourrait peut-être valoir la peine de le remettre sur le... Très rapidement. Vous allez faire un débat. Donc Sylvie Lozère n'est pas d'accord, mais d'abord, juste en 2 mots, est-ce que c'est une piste pour vous, Emmanuel Debock? Rapidement. Moi, effectivement, je pense que c'est une des pistes, c'est pas la seule piste, mais il y a un fort courant, effectivement, qui ne partage pas du tout votre opinion. Moi, je serais plutôt, à titre personnel, d'accord avec vous, et notamment aussi par rapport on n'en parle pas assez, mais des exemples hollandais aussi, notamment par rapport à tout ce qui est les aidants sexuels et le droit à avoir une vie sexuelle quand on est par exemple handicapé ou c'est professionnalisé dans certains pays. Et je trouve que c'est important d'en parler aussi. Et vous, Victoria Ostrade? C'est vrai que c'est compliqué. Il y a vraiment le courant abolitionniste et le courant qui veut réglementer. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et alors? C'est ça qui est difficile. Et alors? Vous êtes entre les deux aussi? Je propose un panel citoyen entre vous quatre. En tout cas, Céline Dru est prête. Elle étudie le sujet. Après, et plus vous mettrez de discussion, plus vous aurez des avis différents. C'est juste que c'est les avis de toutes les personnes qui bossent sur le terrain que j'ai réussi à récolter et qui sont en faveur de... C'est vraiment le panel d'avis que j'ai récolté de la part de professionnels. Donc tout le monde doit donner son avis aussi. Alors on va passer à notre dernier sujet. Je voulais parler un peu de l'opération Gros Pull et surtout de ce type d'opération qui dans les écoles débarque, qui s'appelle Good Food, qui s'appelle Good Planet, où on essaye de donner finalement de bonnes habitudes aux écoliers. Certains, peut-être climato-sceptiques, diraient que c'est plutôt pour leur bourrer le crâne. Mais est-ce que vous voyez ça d'un bon œil, vous, Victoria Ostrade, d'aller dans les écoles pour expliquer la nutrition, peut-être de dire aux enfants d'être végétariens, de ne plus manger de viande, parce que je sais que vous êtes végétarienne. Est-ce que c'est là que ça doit se faire? Oui, je pense qu'effectivement, les enfants, c'est par là qu'il faut les éduquer. Et je pense que chaque pas qui va vers plus d'écologie est un bon pas. Maintenant, ce que je regrette souvent, c'est que ce ne soit jamais, à mon avis, assez ambitieux. Par exemple, on parlait de Good Food, donc c'est vrai qu'il y a des objectifs là aussi de diminution effectivement de la consommation de viande, mais qui en réalité ne sont pas assez sérieux. On va pas assez loin. On va pas assez loin, on va jamais assez loin, et je pense que maintenant l'urgence climatique elle est là, tout le monde le sait, les jeunes qui marchent dans la rue le savent, et malheureusement il n'y a pas encore d'objectif assez ambitieux. Mais c'est quoi l'objectif ambitieux? C'est de tous arrêter de manger de la viande? C'est de diminuer drastiquement. On sait que les élèves dans les écoles mangent 2 fois trop de viande. Encore aujourd'hui, pour leur santé, pour l'environnement, pour tout un tas de raisons. Emmanuel Debock? Oui, je pense que c'est à l'école essentiellement que ça doit être fait, mais c'est fait. Je peux vous dire que le corps enseignant est très mobilisé sur cette question. À notre petit niveau, on peut tous contribuer. Par exemple, moi, à un moment donné, j'ai eu la chance de m'occuper des classes de neige de ma commune. Eh bien, lorsque les enfants partaient en classe de neige, par tablée, en fait, on avait fait un concours de table par rapport au zéro déchet. Et donc, on pesait par tablé pendant tout le séjour ce que la table faisait, et puis c'était des concours d'école de semaine en semaine, et donc c'est assez intéressant de voir à ce moment-là la réalité ça doit être ludique aussi, et je pense que par exemple au niveau des douches, on pourrait imaginer que de mettre un compteur individuel sur chaque douche. Et quand vous prenez votre douche, vous voyez ce que vous consommez, et les enfants verraient la réalité de ce que c'est que de prendre une douche. C'est combien de litres par jour, parce qu'en fait on ne se rend pas compte matériellement de ce que c'est de prendre une douche ou un bain, combien de moi je m'en fous, combien de litres. Moi pas, mais vous voyez, ou demain quand vous allumez votre lumière, si vous allez dans une auberge de jeunesse par exemple, nous on est assez fort pointu là-dessus, on pourrait faire du ludique en voyant notre consommation, en indiquant directement la consommation dans les salles de concert. Exactement. C'est une bonne réponse aux climato-sceptiques, parce qu'on a tous intérêt à consommer plus raisonnablement, que ce soit pour le climat ou simplement pour l'environnement. Même dans les écoles, toutes les collations saines et autres, limiter les déchets, réduire fortement les déchets, ça c'est possible, et si chaque parent et chaque famille le fait, il y aura vraiment un impact là et qui répond aux climato-sceptiques, comme le dit Marcel. Céline Dru. Hormis ça, moi je trouve ça fantastique en termes d'investissement et d'action collective de la part de toute cette génération qui est à l'école maintenant. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a plein d'études qui ont été menées sur génération Y, baby boomers, Z, millennials et tout ça. Celle qui est à l'école pour l'instant, ce serait la génération Z, celle de l'hyper-connectivité, celle de l'hyper-immédiateté, qui est dans toutes les études qu'on a fait moins patiente, qui va moins s'investir. Le fait de donner par exemple bêtement un temps de midi, le fait de réutiliser les mêmes classeurs d'année en année, tout ça,
pour un jeune de 15 ans qui en plus du coup est dans sa phase ado, en fait c'est pas du tout anodin. Et le fait de se mobiliser en groupe aussi, alors qu'ils sont tous extrêmement atomisés sur leur téléphone, c'est pas anodin non plus. Et Sylvie Losberg, pour conclure là-dessus. Croquer sain, les petits déjeuners sains, ça existe depuis 30 ans. Hein. Moi, mes enfants étaient à l'école que ça existait déjà, donc je pense que c'est pas seulement ça. Je crois que ce qui est important, c'est de voir aussi qui rentre dans les écoles, comment, avec quel discours. C'est pas seulement ah oui, on va faire telle ou telle opération. L'école, c'est quand même le lieu où il faut faire attention à qui vient et comment tu dis? Oui, que ce ne soit pas politique. Oui, que ce soit pas politique, ni publicitaire. Voilà. Oui, très bien, tant mieux. Mais je fais le lien avec l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, où on a quand même beaucoup de difficultés à ce que ce soit partout tout le temps. Et pour moi, c'est une priorité. Alors, c'est très bien de faire good food, mais je pense qu'alors il faut faire Evras aussi. Oui, good sex. Voilà, oui, je ne voulais pas le dire. Mais on ne nous dit rien. Et puis sur un malentendu. Moi je lis dans vos pensées. Voilà, c'est ça. Et c'est le lendemain de la Saint-Valentin, donc on peut tout dire. Alors on va passer à présent à nos coups de cœur. Marcel Sel, on commence par vous avec des unes d'un journal dont on a déjà parlé, tiens. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel Debock à propos de l'ULB. Je ne rentre plus dans le débat, mais je rappelle qu'il y a un magnifique volume avec toutes les couvertures de Charlie Hebdo de 1969. Ça commence en 69. Voilà. Année érotique en plus. Et récemment, on m'avait demandé de m'exprimer sur le sujet et j'ouvre ce livre avec un journaliste à côté de moi et on se rend compte qu'il y a à peu près 3 unes sur 4 qu'on ne pourrait plus publier aujourd'hui. Et là, on se dit vraiment, il y a un problème avec la liberté d'expression. Il faut se battre, il faut continuer à se battre. Sylvie Losberg, vous venez parler de lumière. Oui, alors le festival Bright Brussels jusqu'au 16 février. Donc c'est des animations sur un parcours de 6 km dans la ville de Bruxelles avec 22 installations lumineuses, artistiques, créatives. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais y aller ce week-end et il paraît que c'est absolument fantastique. Rendez-vous ce soir dans le centre de Bruxelles pour les Bright Lights. Et vous voulez parler, Vincent, d'une expo photo. Oui, qui commence le 20 février à Bruxelles. What's a Foot, c'est au Géopolis, centre de photojournalisme à Bruxelles. C'est le talent de nombreux photographes belges qui montrent les femmes et le sport, donc les femmes et le foot. Et on le sait avec les Red Flames, on le sait avec les Cats encore le week-end passé. Le foot et le sport féminin est enfin mieux mis en valeur dans les médias et il faut encore plus que jamais le pousser. Alors on termine ces coups de cœur avec Céline Druet qui elle veut nous parler de balades dans les rues de Molenbeek. Oui, de Clean Walk. Donc c'est un groupe d'habitants qui vit dans le quartier maritime à Molenbeek et qui à un moment donné en a eu ras la casquette des dépôts clandestins et de voir à quel point ce quartier était sale et qui du coup téléphone à la commune, qui les renvoie à la région, qui les renvoie à la commune, on connaît tous le ping-pong administratif, et qui du coup décide de s'organiser, de se regrouper avec d'autres habitants pour tous les premiers samedis du mois, ça peut parfois varier, nettoyer le quartier. Et le but n'est pas seulement de nettoyer, mais surtout de mettre cette problématique à l'agenda communal et en plus de se réapproprier son espace de vie, de redevenir acteur du quartier dans lequel on habite. Et je trouve que c'est quand même super cool. Oui, surtout s'il y a eu grève pendant la semaine, ça peut bien tomber. Eh bien, je vais vous demander vos coups de cœur à vous aussi, si vous avez un conseil, une balade, je suppose une balade en forêt, Manuel Debock, de votre côté. Oui, mais alors je vous dirais, comme le faisait Thierry Ardisson, sortez quand même couvert ce week-end parce qu'il y a la tempête de Nice qui arrive. Oui, les tempêtes ne sont pas terminées. Attendez quand même peut-être quelques jours avant d'aller en forêt. Et vous avez un conseil, un bon livre à lire ou... Non, un coup de cœur. Récemment, il y a eu à la cérémonie des Oscars, Joaquin Phoenix qui a fait un magnifique discours et donc je recommande aux gens d'aller le voir sur Internet. D'aller le voir, et son discours déjà précédent pour le BAFTA, qui sont les prix pour la Grande-Bretagne, il avait fait un peu le même genre de discours, exactement, contre la discrimination. Merci aux deux invités d'être venus, merci aux 4 experts, bravo à la petite nouvelle, et on se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro des experts, sans invité politique, mais avec 2 humoristes cette fois-ci. Ça va être très différent. Bon week-end à tous.